Merci et bienvenue à tous. Bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Concernant les prochaines étapes de la lutte contre la COVID-19 dans les établissements et les résidences pour personnes âgées. Il s'agit du 4e épisode dans notre série de webinaires. Nous nous concentrons aujourd'hui sur le personnel. Alors, j'aimerais signaler que je vais animer cette séance depuis chez moi, Ottawa. Je reconnais que Ottawa se trouve sur le territoire non cédé des Anishinaabe Algonquins, dont la présence ici remonte à des temps immémoriaux. Aujourd'hui, nous avons d'illustres conférencières. Deba Hafizi, qui est agent de mobilisation des connaissances à la CMTS, diplômée de l'Université Queen's. Elle avait travaillé dans bien des milieux de recherche dans le passé et se sert de ses connaissances pour établir le lien entre la recherche et la prise de connaissance. La docteure Leslie Weisenfeld est psychiatre en chef à Sinai Health. Dr Weisenfeld est psychiatre gériatre et elle est responsable des services de psychiatrie aux personnes âgées à Mount Sinai. De pair avec ses collègues, la Dr Weisenfeld a participé au développement d'une formation pour le personnel de Sinai Health et elle fait partie d'une équipe multidisciplinaire qui offre des conseils aux établissements de soins de longue durée pendant cette pandémie. Les objectifs de la séance d'aujourd'hui sont de découvrir le travail de la CMTS et de Sinai Health par rapport aux effectifs pendant la pandémie, d'offrir des stratégies concrètes aux organisations pour soutenir et protéger leur personnel et faire connaître les prochaines étapes de la participation au programme SLD+, et pandémie à prendre ensemble. Ce programme s'appuie sur un rapport que nous avons publié en juillet 2020, intitulé « Repenser les soins aux personnes âgées ». Ce rapport était fondé sur plus d'une quarantaine d'entretiens avec des proches partenaires, des décideurs, en établissant des liens entre eux et leur interaction par rapport à la COVID-19. Il propose des moyens de limiter les flambées de COVID-19. Il y a 6 domaines clés: la préparation, la prévention, les effectifs, la réponse à la pandémie et la capacité de mobilisation, la planification des soins COVID et non COVID et la présence des familles. Alors, un petit rappel, le composant personnel ou effectif de ces pratiques prometteuses se concentre sur des stratégies visant à stabiliser et renforcer le personnel dans le secteur des établissements de soins de longue durée. Il est question de conditions de travail, de sécurité et de santé psychologique, limiter le personnel à un seul environnement en risque élevé avec des mesures de soutien, une formation pour accroître la capacité du personnel, surtout pour les pratiques de contrôle et de prévention des infections, le recrutement de personnel supplémentaire pour la capacité de pointe et les risques de transmission communautaire, c'est-à-dire comment les atténuer dans toute la mesure du possible. Et nous sommes très heureux d'offrir ce programme en collaboration avec bien des partenaires, dont l'Institut canadien pour la sécurité des patients, avec lequel nous avons publié ce rapport en juillet, l'Association des foyers de soins du Nouveau-Brunswick et la Fondation AMC. Je vais maintenant céder la parole à un débat qui parlera de l'atténuation des risques associés à la réouverture en période de pandémie. Merci Tania. Bonjour à tous, je suis Deba et au nom de la CMTS, je présenterai un aperçu des données sur les pratiques exemplaires visant à soutenir le personnel des soins de longue durée et atténuer leurs inquiétudes pendant la pandémie et surtout le processus de réouverture. Alors d'abord, quelques mots sur la CMTS. Nous sommes un organisme indépendant et sans but lucratif qui fournit des données probantes objectives aux décideurs du secteur de la santé au Canada. Alors essentiellement, nous offrons des données probantes, analyses et conseils afin d'éclairer un large éventail de besoins, généralement liés à l'utilisation optimale des médicaments et des dispositifs médicaux.
Alors, nous sommes financés par les ministères fédéral, provinciaux et territoriaux de la santé, ce qui signifie que les entités sont financées par l'État et seuls 2 de nos programmes sont payants. Alors, sautons dans le vif du sujet. On nous a demandé d'examiner les données probantes sur les meilleures pratiques pour soutenir les effectifs de soins de longue durée et atténuer leurs préoccupations quant au processus de réouverture dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Nous avons effectué une recherche documentaire limitée sur les données probantes publiées entre janvier 2014 et le 31 juillet 2020, conformément à nos priorités. Étant donné la nature des données probantes répertoriées et l'effet de la pandémie sur les politiques touchant les soins de longue durée, nous avons mis l'accent sur les informations de nature générale concernant la manière de soutenir le personnel de soins de longue durée tout au long de la pandémie et pas seulement pendant la période de réouverture des établissements aux familles et aux visiteurs essentiels. Je souhaitais signaler que les données probantes ont été réunies par l'équipe de soutien à la mise en œuvre et à la mobilisation des connaissances de la CMTS et aucune divulgation de conflit d'intérêts n'a dû être déclarée. Alors, globalement, 14 sources de données probantes ont été relevées, allant d'études d'observation, d'examens rapides, de lignes directrices, d'orientation gouvernementale, de rapports spéciaux, ainsi que d'articles sur le web et des articles d'information pertinents sur le sujet. 4 ressources entraient dans la catégorie des perceptions et des préoccupations du personnel pendant la pandémie et les foyers infectieux pendant la période de pandémie. Les 10 autres concernaient des recommandations ou des orientations générales sur les moyens de soutenir le personnel, dont 2 concernaient particulièrement la réouverture des établissements de soins de longue durée. Et une toute petite mise en garde, nous n'avons pas fait un examen critique de ces sources. Pour réagir aux besoins immédiats de recherche pendant la COVID-19, nous avons identifié des sources pertinentes qui viennent surtout de la littérature grise. Littérature grise signifie une littérature scientifique qui ne se trouve pas dans les revues à comité de lecture et qui est perçue comme moins rigoureuse globalement. Donc la littérature scientifique identifiait des préoccupations du personnel dans le contexte de foyers infectieux de la COVID-19. Un grand nombre des préoccupations du personnel concernaient la proximité du personnel avec les résidents en cas d'éclosion. Des préoccupations supplémentaires concernaient le manque de préparation à une pandémie et un manque d'infrastructures pour soutenir les protocoles de prévention. Par exemple, certains établissements n'ont peut-être pas de chambre pour isoler les patients. Une autre préoccupation concernait la pénurie d'équipements de protection individuelle, surtout au début de la pandémie, l'insuffisance d'effectifs qui a été fortement soulignée avant et pendant la pandémie, des retards dans le dépistage qui ont créé de l'angoisse dans le personnel. On ne pouvait pas savoir quel résident était infecté dans ce contexte. Et également une confusion essentiellement due à l'évolution des consignes de santé publique tout au long de la pandémie, notamment concernant l'équipement de protection individuelle et les protocoles sanitaires. Il y avait aussi des défis liés à l'exercice des responsabilités en matière de contrôle et de prévention des infections et à l'application des mesures de distanciation physique, surtout entre les patients et le personnel. Et enfin, de nombreux membres du personnel des soins de longue durée ont noté que le manque d'information et de formation concernant les éclosions était lié à une peur accrue, un stress et un manque de respect des mesures de prévention et des infections. Alors, à cet égard, ce qu'on a recommandé dans les données, enfin, ce qui était recommandé, c'était une éducation adéquate et une formation approfondie sur les mesures de prévention et de contrôle des infections pour soutenir le personnel et atténuer les flambées dans les résidences. Par ailleurs, avoir suffisamment de pays et un équipement adéquat pour le personnel, l'utilisation appropriée de l'EPI et de mesures strictes d'hygiène des mains pour le personnel comme pour les visiteurs et les résidents, et ensuite des dépistages actifs pour tout le personnel et les visiteurs, ainsi que des tests. Et les établissements de soins de longue durée devaient aussi avoir accès à suffisamment de ressources pour permettre ce dépistage. Un ratio
convenable de personnel par rapport aux résidents était également souligné, c'est-à-dire que les résidences qui avaient moins de personnel avaient des résultats moins bons que les établissements qui avaient davantage de personnel et davantage de cas confirmés de COVID-19. Donc, il est important d'avoir suffisamment de personnel, non seulement pour contrôler les infections, mais pour la sécurité et l'épuisement, prévenir l'épuisement du personnel. Une autre recommandation consistait à avoir une plus grande coordination avec les prestataires de soins primaires. Ça permettrait de soulager une certaine angoisse ressentie par le personnel en assurant une reconnaissance précoce des infections et en traitant les cas les plus graves qui peuvent exiger une hospitalisation. Une autre recommandation consistait à avoir un accès à un spécialiste de prévention et de contrôle des infections ou une équipe d'intervention en cas de flambée pour répondre aux questions pendant et après une flambée. On a vu en Australie et en Autriche, par exemple, que ces mesures déployées très tôt dans la pandémie permettaient d'améliorer les résultats. Des politiques et des programmes plutôt tels que les incitations financières peuvent être importantes, mais aussi la possibilité d'avoir un emploi à temps plein pour limiter les déplacements du personnel qui travaille dans plus d'une installation. Et il faut aussi avoir des mesures en place pour faire la promotion et respecter les congés de maladie pour le personnel soupçonné d'être atteint de COVID-19 ou présentant des symptômes. Enfin, on recommandait également dans la littérature qu'il y ait une communication transparente, des mises à jour fréquentes pour atténuer l'angoisse ressentie par le personnel, les résidents et leurs familles. Les directeurs, les gestionnaires et les décideurs sont également encouragés à prêter attention à l'impact des flambées sur le bien-être psychologique du personnel de santé et à ce que la communication soit transparente. Je voulais également présenter une étude d'observation spécifique à la réouverture des établissements de soins de longue durée pendant la pandémie. L'étude a évalué l'impact de la réouverture de 26 maisons de repos néerlandaises en suivant les lignes directrices nationales et locales. Toutes les maisons de repos étaient généralement conformes aux directives des autorités sanitaires, ce qui permettait aux visiteurs de pénétrer dans les maisons de retraite. Donc, c'était positif pour tout le monde et aucune infection à la COVID-19 n'a été signalée dans les 3 semaines de la réouverture. Cependant, les visiteurs et le personnel étaient préoccupés par le risque d'infection. Certains membres du personnel exprimaient des inquiétudes pour leur santé ou celle de leurs conjoints. Et par ailleurs, la charge de travail du personnel avait considérablement augmenté pour préparer les lieux aux visites. Donc, souvent, les maisons de repos désignaient une personne responsable, un coordonnateur responsable de l'organisation des visites, du dépistage des visiteurs, la communication des risques aux résidents et la documentation de toute l'information dans le dossier du patient. Il fallait également veiller à ce que les protocoles soient respectés. Donc, c'était parfois stressant et cela était également chronophage. On a donc recommandé de se servir de la technologie pour rendre le processus plus efficace. Alors, une petite question rapide, vrai ou faux? Le dépistage actif est une priorité lors de la réouverture des établissements de soins de longue durée. C'est vrai. Alors, c'est vrai, et c'est non seulement dans une bonne partie de la littérature sur la sécurité et la prévention, mais dans les documents concernant la réouverture. Les recommandations comprennent quiconque rend visite à l'installation, c'est-à-dire qu'on prenne leur température, qu'on pose des questions par rapport au voyage. On recommande également un dépistage quotidien. On recommande également que tous les établissements de soins de longue durée aient un plan de dépistage pour la réouverture, qu'elles aient suffisamment de matériel de dépistage. On n'exigeait pas que les visiteurs soient testés, mais c'était vivement recommandé, surtout dans les endroits où il y avait beaucoup de cas d'infection dans la communauté. Alors, en résumé, il existe de nombreuses mesures essentielles pour soutenir le personnel en période de COVID-19. Les principales mesures de soutien comprennent l'approvisionnement suffisant en EPI, des ratios de personnel suffisants, une formation suffisante en matière de contrôle et de prévention des infections, ainsi que des politiques et programmes pour soutenir le personnel. Une communication transparente et un contrôle régulier du bien-être du personnel est important également pour le personnel et pour
pour lui permettre de poursuivre son rôle de manière significative. Merci. En fait, je crois que nous allons passer au docteur Weisenfeld. Alors, je cède la parole au docteur Weisenfeld, psychiatre en chef à Sinai Health, et nous aurons les questions à la toute fin. Merci. Merci infiniment. Je vais faire ce qu'on fait toujours et confirmer que vous m'entendez. Oui, vous m'entendez formidable. Merci de m'avoir invité. Je vais un peu parler de certaines choses qui ont déjà été évoquées pendant l'exposé de d'IBA et je vais me concentrer sur la résilience tout au long de la pandémie. Et je serai heureuse de répondre à vos questions. Je réalise que cette pandémie n'est pas derrière nous. Elle est bien présente. Alors, je vais d'abord faire un survol des connaissances antérieures et actuelles sur la résilience et l'adaptation des travailleurs de la santé. Je vais nous encourager à réfléchir sur l'incidence de la pandémie sur la résilience et présenter des interventions et des principes favorables au maintien du bien-être des travailleurs de la santé au fil du temps. Je devrais également dire, sur le plan des divulgations, excusez-moi, j'essaie de ne pas me distraire par la boîte de dialogue. Alors, avec tout ce qui est toujours en cours, on est tous en apprentissage. On ne sait pas forcément précisément comment améliorer la résilience dans les établissements de soins comme les écoles ou ailleurs. Et je souhaite également signaler que nous avons tous un accès très différent à des soutiens, qu'il s'agisse de pays, de soutien psychologique ou de tout le reste. Ainsi, je souhaite reconnaître que nous avons un certain privilège. Et j'espère que vous me poserez des questions, car les grandes choses ne viennent jamais des zones de confort. Alors, avec cela à l'esprit, je souhaite souligner la participation de mon équipe d'accompagnement en matière de résilience. Et la raison pour laquelle je présente ceci, cette caricature, c'est que ce qui est le plus difficile pour aider les travailleurs de la santé et leur résilience, c'est qu'on a l'impression qu'il y a tant de choses à faire qu'on ne peut pas marquer une pause pour réfléchir aux meilleurs moyens de procéder. Et pourtant, c'est essentiel de le faire. Les répercussions psychologiques des pandémies et des catastrophes, vous savez, il y a un domaine de la psychiatrie qui est d'ailleurs intitulé psychiatrie de la catastrophe. Il y a parfois des menaces externes, dont les pandémies, qui ont un impact très particulier sur, entre autres, les travailleurs de la santé, mais également les administrateurs, évidemment la population. Je vais donc aborder la littérature sur cet effet et comment, à Sinai Health, on a tiré parti de cette littérature pour essayer de renforcer la résilience. J'espère que cela vous aidera aussi si vous travaillez dans un établissement de soins de longue durée vous-même. Alors, les leçons tirées du SRAS, vous vous rappelez peut-être, c'est il y a environ 17 ans, je crois. Ce sont des leçons importantes. Nous avons appris du SRAS, qui était une histoire hospitalière, beaucoup plus que d'établissement de soins de longue durée, c'est que beaucoup de personnes se sont senties stigmatisées, démoralisées pendant cette période, selon qu'on veut l'appeler épidémie ou pandémie, et aussi que l'expérience ne se limite pas seulement à la phase aiguë. Il y a des semaines, des mois et des années subséquentes qui peuvent également être touchées. On a appris que la résilience était importante car les prestataires de soins de santé ont dû
composer avec le stress pendant longtemps et les travailleurs prodiguaient non seulement des soins formidables dans des circonstances difficiles, mais eux-mêmes tombaient malades. Et donc, les travailleurs de la santé voyaient leurs collègues tomber malades. Et c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu en santé, pas du moins dans une situation aussi extrême et aussi prolongée. Et ensuite, on a commencé à parler de résilience, d'épuisement professionnel, de bien-être. Ce fait qu'il ne s'agit pas de courir un sprint, mais plutôt un marathon. Et quand on pense à un stress sur un très long terme, il faut comprendre que cela peut avoir un impact sur la concentration, les aspects cognitifs, cela peut augmenter les niveaux de stress, d'angoisse, de crainte, cela peut avoir un impact sur leur sommeil, cela peut donner lieu à une tension musculaire, des maux de tête. Alors, ça a été le cas d'un grand nombre de travailleurs de la santé pendant la période du SRAS. Donc, il était difficile pour eux de prodiguer des soins dans de telles circonstances. C'est pourquoi nous avons songé à des phases, les phases pour surmonter les catastrophes. Si je faisais cet exposé en avril, je parlerais de préparation, mais je pense que pour le moment, nous sommes en phase active et ultérieurement, nous serons en phase de rétablissement. La littérature scientifique nous permet de comprendre comment les travailleurs de la santé réagissent pendant des pandémies de longue durée. Alors, il y a la phase de préparation. Vous avez peut-être l'impression que c'est toujours très proche de votre esprit, mais il y a la période de préparation où on a beaucoup d'angoisse liée à l'anticipation. Il y a beaucoup de planification, planification peut-être générale. Et vous avez peut-être l'impression d'être à court de temps. Je sais qu'à l'hôpital, on avait l'impression de ne pas pouvoir préparer un plan rapidement. On avait des plans associés à la pandémie qui évoluaient tous les jours. Cela augmentait le niveau de stress et on s'attendait à ce qu'il y ait une pointe des infections. Donc, il y avait beaucoup d'inquiétudes à l'effet qu'on ne serait pas prêt. Et ensuite, il y a la phase active qu'on évoque très souvent lorsqu'il est question de résilience du personnel en cas de pandémie. Il y a deux volets à cette phase active. Et vous voudrez peut-être y réfléchir. Pensez à quel volet vous concerne. Il y a la phase active qui concerne le héros. On parle d'une plus grande camaraderie, le fait qu'on arrive à relever un défi, on voit des choses qu'on n'a jamais vues, mais on se sent pompé à bloc, on essaie ensemble de concevoir un plan et il y a parfois des désaccords par rapport à ce qu'on peut faire d'abord. Donc, il y a un certain stress par rapport à la planification. Et ensuite, dans l'autre volet, vous avez ce sentiment d'épuisement, d'être désabusé, d'être à bout de souffle. On commence à négliger son bien-être personnel. Et beaucoup d'établissements de soins de longue durée, très souvent, m'ont dit pendant cette pandémie qu'ils ont du mal à prendre des décisions par rapport à qui doit être envoyé en soins de courte durée, comment s'occuper des personnes en phase palliative. Alors, on a à la fois ce sentiment de héroïsme et d'épuisement. Et il y a la phase de rétablissement qui est toujours incertaine. Je ne sais pas si dans votre instance, vous avez eu l'impression d'avoir une brève phase de rétablissement entre la première et la deuxième vague cet été, ou alors si certains n'ont même pas encore envisagé la phase de rétablissement. Je le note cependant car ce qu'on a appris du SRAS, c'est que même après le SRAS, ça n'était pas tout à fait terminé car la période de rétablissement, c'est ce qui permet aux gens de réfléchir à ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait, les décisions qu'ils ont prises. Il y a ensuite, si vous voulez, l'adrénaline qui retombe et on s'écrase. Alors, dès qu'on a l'impression d'être en phase de rétablissement, ce n'est pas vraiment une période de soulagement et de reprise du cours normal des activités, mais plutôt une phase active où on doit faire des debriefings, on doit réfléchir à ce qu'on a fait et comment reprendre les activités, même si on peut avoir un petit sentiment de soulagement. Nous pourrons y revenir un peu plus tard dans les questions si vous voulez, mais je pense qu'il est important de mettre en exergue les demandes de chacune de ces phases qui sont bien différentes pour les travailleurs de la santé.
Tandis que nous faisons la collecte de données, il y a beaucoup de publications par rapport à ce qui s'est produit depuis le mois de mars. Quand je parle de travail de la santé, d'ailleurs, je veux être claire que dans notre organisation, on se sert de cette expression pour décrire quiconque fait le travail, pas seulement les cliniciens. Mais je pense qu'il faut plutôt reconnaître tout le monde qui travaille dans le domaine. Et certains des thèmes qui ont émergé chez les personnes qui prodiguent des soins, qui travaillent dans les installations de soins, dont les établissements de soins de longue durée, sont les suivantes. Et rien de cela ne vous étonnera. Je les note, car comme vous le verrez dans les diapos à venir, une bonne partie du travail de la résilience concerne ces thèmes. Il faut donc les valider pour que les gens ne se sentent pas si seuls. Une chose qui m'étonne constamment dans le coaching sur la résilience que je fais, c'est l'efficacité de la verbalisation de l'expérience, c'est-à-dire que chacun puisse partager son expérience et voir que d'autres ont les mêmes impressions, les mêmes expériences. Et d'ailleurs, tous les gestionnaires peuvent faire ce genre de choses avec leur équipe. Alors, premier thème, tolérance et incertitude et peur. Est-ce qu'on aura suffisamment de pays? Quelles seront les lignes directrices? Vont-elles changer? Alors, une des choses que l'on a reconnues, c'est à quel point l'information évolue rapidement en cas de pandémie et à quel point il est difficile de tolérer cette incertitude et cette peur, à quel point les choses changent d'une semaine à l'autre. Un autre thème clé des prestataires, la mesure dans laquelle la majorité des gens qui s'intéressent à une carrière en soins de santé le font parce qu'ils sont très consciencieux, ils veulent faire les choses convenablement, ils doivent complètement revoir la maîtrise de leurs activités en permanence. Ils veulent être parfaits. Alors, je pense que cela augmente beaucoup les niveaux de stress pour les prestataires de soins. Il y a beaucoup de gens qui ressentent un stress lié à la réaffectation, qu'il s'agisse d'un rôle dans un autre établissement, dans un autre étage. Et selon qu'on est en quarantaine, qu'on a des gens en quarantaine dans le centre où l'on travaille, enfin, il a fallu être accepté des réaffectations très rapidement. Évidemment, pour nous tous, le degré dans lequel on a l'effet de domino pour les professionnels comme les résidents et leurs familles, tandis que les choses commencent à être fermées dans les collectivités, la mesure dans laquelle il a fallu maîtriser les restrictions à domicile tout en continuant de travailler et comprendre quoi faire avec ses parents, avec ses enfants, avec son épouse qui pourrait travailler à distance également, cela accroît le niveau de stress. C'est-à-dire que pour le personnel hospitalier, la situation était bien différente de la communauté. Alors, pour beaucoup de gens, d'un côté, ça signifiait que, contrairement à leurs familles, à leurs amis qui travaillaient à distance, en télétravail, devaient comprendre comment continuer de travailler dans le domaine des soins. Et par ailleurs, ils se sentaient aussi soutenus, célébrés avec une communauté qui célébrait leur héroïsme. Et cela était évidemment bien accueilli par le personnel soignant, mais au même moment, cela crée un certain stress, une pression. On a aussi entendu beaucoup de gens parler de détresse morale. C'est un thème qu'on entend beaucoup en soins de courte durée, de soins de longue durée, de soins communautaires, à domicile. Il a fallu comprendre comment tolérer qu'on ferait moins que ce qu'on fait normalement. Dans les établissements de soins de longue durée avec lesquels j'ai travaillé, ça signifiait, par exemple, limiter les activités visant à remplacer les médicaments pour les personnes atteintes de démence, par exemple. Pour d'autres personnes, ça signifiait ne pas pouvoir permettre aux résidents
de faire des vidéoconférences avec leur famille, car bon, elles avaient trop de résidents sur leur étage, ou alors parce qu'il faut trop de temps pour mettre l'équipement de protection, le retirer, etc. Et ensuite, il y a eu cette phase d'entre les deux, c'est-à-dire on a pu réfléchir un peu à la première phase et ensuite on a tout de suite renoué avec les pratiques plus restrictives lors du début de la deuxième phase. C'est-à-dire qu'on avait reconnu à quel point les résidents avaient besoin de leur famille et pourtant on savait qu'il ne fallait pas les laisser forcément pénétrer dans les établissements de soins de longue durée en raison de l'augmentation des risques d'infection. Et la détresse morale, à certains égards, s'applique à toutes sortes de niveaux. Il y a du personnel qui me disait que, bon, il était désolé de ne pouvoir rappeler la famille aussi rapidement qu'il le souhaiterait. D'autres infirmières qui disaient qu'ils avaient l'impression de ne pas pouvoir passer suffisamment de temps aux résidents. D'autres qui me disaient qu'ils se sentaient épuisés et qu'ils avaient les nerfs à vif, que parfois ils ne maîtrisaient plus non plus leur langage. Alors, je pense qu'il y a certains thèmes similaires qui ressortent de la COVID-19 et je ne saurais donner suffisamment de temps non plus à l'iniquité raciale et sanitaire que l'on constate tous autour de nous, qu'il s'agisse de l'expérience des préposés aux bénéficiaires qui sont très souvent un groupe racialisé, qu'il s'agisse des disparités par rapport à ceux qui sont infectés. Alors, ça continue d'être d'actualité. Et les 3 derniers thèmes sont ceux qu'on attendait depuis le tout début, c'est-à-dire l'augmentation des traumatismes et de la vulnérabilité. C'est-à-dire que toute augmentation du stress va certainement renforcer les traumatismes antérieurs. Quiconque a vécu une situation difficile, stressante, qu'il s'agisse d'un problème diagnostiqué comme la dépression ou autre, ce sera augmenté. Toute vulnérabilité est amplifiée par une menace externe. Et enfin, la solitude, il y a beaucoup de gens qui se sentent isolés. Je sais que je suis dans une communauté où, grosso modo, on ne peut pas vraiment côtoyer de gens. Et moi-même, étant professionnelle de la santé, je me limite encore plus, je limite mes contacts. Alors, ça signifie que je ne peux pas voir ma famille, je ne peux pas sortir, je ne peux pas voir mes amis, on ne peut pas aller au restaurant, on ne peut pas se détendre, s'amuser. Alors, cela augmente le sentiment de solitude et un peu comme ce que pensaient nos infirmières pendant la période du stress, la stigmatisation également. La famille, les amis qui préfèrent ne pas avoir de travailleurs de la santé dans leur bulle, dans leur cercle, en partie parce qu'ils représentent un risque plus élevé, s'inquiètent de l'infection. Et donc, vous êtes perçu comme professionnel de la santé, comme une personne présentant un risque plus élevé. Alors, toutes ces choses l'une dans l'autre, et d'ailleurs, vous pourriez sans doute rajouter à cette liste, ce sont des thèmes qui sont une charge, un fardeau importante pour le personnel des soins de courte durée, de longue durée, communautaire. Il est important de les rappeler parce qu'on ne peut pas composer avec ces problèmes avant de les énumérer et de les reconnaître. Alors maintenant qu'on sait quels sont les problèmes, les défis, je pense qu'il est très important, surtout pour les fins de ce webinaire, de mettre en exergue les principes importants. Bon, vous le faites déjà dans certains cas, car on est au mois de novembre, on n'est pas au mois de mai. Alors, quels sont les principes d'intervention clés durant les phases actives? Quelles sont, si vous voulez, les pratiques exemplaires? Alors, je les passe en revue. Désolée, j'ai l'impression de lire ma diapositive, mais c'est pour veiller à ce que tout le monde l'entende. Alors, une chose très importante, et c'est difficile pendant la COVID-19 parce qu'on est tous bien loin les uns des autres, mais il faut avoir un leadership présent, manifeste, visible. Vous savez, la COVID-19 est telle qu'avoir une politique de porte ouverte, que vous soyez directeur de soins, que vous soyez dirigeant,
ça ne se pratique plus parce que les gens ne peuvent plus vraiment s'approcher de vous. Alors, il est important quand même de manifester son leadership pour assurer la résilience, pour que les gens aient l'impression que vous les épaulez et aussi pour que vous voyez quelle est la situation dans votre établissement. Et le seul moyen de le faire, c'est de faire des caucus, de présenter vos conclusions par rapport à ce que vous voyez, de poser des questions. Alors, il faut voir ce que les gens font tous les jours, quels sont les défis auxquels ils sont confrontés tous les jours. La communication, évidemment, qui est toujours très importante pour le leadership pendant les phases actives. Et quand je parle de communication dans la COVID, je pense que c'est 3 ou 4 choses d'un coup. C'est-à-dire communiquer fréquemment pour que les gens aient une communication bidirectionnelle et aussi avoir une stratégie de communication qui reconnaisse que vous vous attendez à ce que les orientations changent. Les dirigeants, parfois, ont des difficultés en cas de pandémie parce qu'ils s'imaginent que ce qu'ils disent le lundi sera toujours vrai le vendredi, alors que ce n'est pas le cas. Qu'il s'agisse des restrictions, des politiques, ces choses évoluent très rapidement. Les bons communicateurs arrivent à dire, voici ce que je sais maintenant, voici la raison pour laquelle on fait telle chose et voici ce que je ferai pour vous garder au courant. Et lorsque les choses changeront, je vous le dirai et je vous dirai pourquoi. Alors, je pense qu'il est important d'avoir ce genre de communication pour renforcer la camaraderie, mais aussi la résilience. Évidemment, les gens doivent avoir un accès à la sécurité physique, donc EPI, alimentation et sommeil. Comme psychiatre, la raison pour laquelle j'en parle, c'est parce que dans notre travail, comme coach de résilience au sein de l'hôpital, une des choses qu'on a dû répéter sans arrêt, c'est que la résilience et l'attention pour soi, ce n'est pas un remplacement de la pyramide de Maslow. On doit tous avoir accès à la sécurité et à la sécurité mentale. Sinon, on ne peut pas avoir de bons résultats. Il nous faut de l'empathie, c'est-à-dire une sensibilité les uns envers les autres, mais il faut aussi veiller à ce qu'on ait un contrôle des infections et une prévention des infections pour que les gens se sentent en sécurité. Ensuite, il faut aider les gens à gérer leur détresse morale en trouvant des moyens d'offrir un soutien psychologique aux patients et à leurs familles, ou alors aider les gens à se sentir fiers de leur travail, à ressentir une satisfaction au travail, malgré ces moments difficiles. Et les deux derniers, l'avant-dernier, la normalisation des réponses psychologiques, ça c'est très important. Une des choses qu'on répète sans arrêt dans le travail que l'on fait concernant le coaching en matière de résilience, c'est que les gens, généralement, savent composer avec des problèmes, mais leurs réactions, globalement, sont tout à fait normales. Il s'agit d'une réaction normale à un stress extraordinaire. Donc, comme dirigeant et comme collègue, ce que l'on peut faire, c'est de reconnaître que l'on ressent tous cette réaction, cette réponse psychologique dans des moments très difficiles et anormaux. Et même si on normalise ces réponses psychologiques, il faut aussi reconnaître que certaines personnes auront besoin de soutien additionnel. Il peut s'agir de personnes qui ont déjà des vulnérabilités, certaines personnes qui, pour la toute première fois, vivent un épisode de dépression, d'angoisse. Alors, il faut offrir des soins psychologiques officiels. Une manière de voir la chose, c'est cette figure de la Société de psychologie du Royaume-Uni sur la résilience psychologique. Alors, les besoins essentiels et les ressources physiques sont à la base. Ensuite, il faut fournir plus d'informations. Ensuite, il faut faire une évaluation, par exemple, de soi-même pour savoir quel est son niveau de stress, d'inconfort, d'angoisse. Ensuite, les premiers soins psychologiques et l'intervention psychologique. C'est ainsi qu'on doit voir la progression. Si les 3 premiers ne sont pas suffisants, il faut passer à une intervention psychologique. Et certaines personnes vont quand même dire non, merci, on est trop occupé. Mais ce que je souhaitais présenter ici, c'est que il faut insister. Certaines interventions et approches qui ont réussi, je souhaite les nommer. Enfin, je veux quand même passer à vos questions. Je sais qu'on passe très vite, mais je veux insister sur les éléments importants. La psychoéducation est très importante pour le personnel, c'est-à-dire il faut leur montrer que leurs réactions, leurs réponses psychologiques sont normales. Le principe clé, c'est de faire
rappeler aux gens qu'il est normal de se sentir stressé et que ce dont les gens ont besoin, c'est de la possibilité de faire un peu d'introspection et d'être soutenu, d'être validé. Vous m'avez entendu parler d'accompagnement, de coaching en matière de résilience. C'est un terme qu'on emploie ici à Sinai Health. Et pourquoi on en parle comme ça? C'est pour montrer que comme vous avez peut-être un athlète qui a besoin d'un coach sportif, d'un coach psychologique, pour nous, la résilience est aussi importante. Et les besoins sont un peu accrus en période de pandémie. Frère d'armes, ça, c'est un terme dont on se sert dans la littérature scientifique. C'est-à-dire qu'une des stratégies dont on peut se servir, c'est de demander à tout le monde de se jumeler dans l'organisation et de vérifier que son collègue va bien sur une base régulière. Moi, j'ai une collègue de l'hôpital avec laquelle j'ai été jumelée. On trouve qu'avoir une collègue, on s'est entendu, on va communiquer tous les jours pour savoir comment on va. C'est un moyen très important de soutenir la résilience, surtout sur une période très longue comme celle de cette pandémie. Le renforcement des compétences peut être important, qu'il s'agisse de pleine conscience, de méditation, d'activation comportementale. C'est-à-dire que il ne faut pas surtout travailler et rentrer chez soi, dormir et puis revenir au travail. Il faut avoir des activités, sortir en plein air, enfin, se changer les idées. Ensuite, l'application de principes de psychothérapie aux équipes, des principes de groupe interpersonnels et cognitivo-comportementaux pour contrer les obstacles à la résilience. Et la dernière chose que je signalerai avant de passer aux questions, c'est que ce qu'on a constaté dans le cadre de notre coaching depuis 8 à 9 mois, en soins de courte durée, de longue durée, c'est que ce qui a été très salutaire, c'est la diffusion d'outils juste à temps. Par exemple, une diapositive, un tableau, une vidéo que l'on peut remettre aux gens. Quand on peut donner une information rapide aux gens, ça normalise les choses rapidement. Parce qu'on dit, bon, ceci a été préparé pour les gens qui vivent les mêmes défis que vous. Alors, c'est normal. Et ensuite, c'est quelque chose qui peut être consulté par les gens à loisir lorsqu'ils en ont le temps. Voici un exemple très simple que je trouvais presque trop simple au départ, mais en fait, je trouve que c'est très bien. C'est l'alphabet de la résilience. Une diapositive que j'envoie très souvent et que je mets sur ma porte d'ailleurs pour que les gens sachent qu'ils peuvent faire certaines choses pour se sentir plus outillés. Par exemple, peut-être que vous pouvez parler à un ami, peut-être que vous pouvez bouger, peut-être que vous pouvez faire preuve de gentillesse. Ça peut paraître très simple, mais la simplicité, ça marche très bien. Moi, je vous le dis, j'ai affiché ceci sur ma porte et sur mon ordinateur même, de sorte que lorsque je fais de l'encadrement de groupe, je m'en sers comme outil. Et d'ailleurs, beaucoup de gens me demandent d'avoir un exemplaire. Et le mettre sur votre porte, si vous êtes un dirigeant dans votre organisation, ça montre à votre personnel que la résilience est importante pour vous. Donc, tout ce que vous pouvez faire pour montrer qu'on n'essaie pas de faire exclusivement ce qui concerne les soins, on essaie aussi de s'occuper de son personnel et de soi-même. D'autres conseils et tuyaux, des outils que nous avons produits. Beaucoup d'organismes d'ailleurs ont produit des vidéos où il est question de stress, enfin toutes sortes de ressources qui peuvent être facilement remises aux gens, de sorte que si ça n'est pas possible de vous rassembler, cela leur permet de consulter ces outils seuls. Et ça peut être très utile. Si vous êtes comme moi, souvent vous vous dites qu'est-ce que je peux leur donner qui sera suffisant pour atténuer le stress de la COVID? Eh bien justement, des petites choses comme celle-ci peuvent effectivement aider votre personnel. Je vois qu'il y a beaucoup de questions. Alors, je vous présente une dernière diapositive en disant que je suis prête à présent à prendre votre rétroaction, votre question, et rétroaction sur tout ce qu'on fait de travers d'ailleurs en matière psychologique, parce qu'on doit tous apprendre des autres. Alors, si vous avez une rétroaction par rapport à ce qu'on pourrait faire mieux, eh bien, je serais heureuse de l'entendre. Alors, je cède la parole à Tania. Merci. Alors, Dr. Weisenfeld, nous avons reçu beaucoup de questions. Merci infiniment pour cet exposé. Alors,
En fait, il y a beaucoup de questions concernant l'accès à vos ressources. Alors, si vous voulez bien les partager, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à l'alphabet. Ah oui, je dois dire aussi que ce que j'aime par rapport à l'alphabet, bon, d'abord, je suis tout à fait prête à partager ces ressources, mais souvent, d'ailleurs, je me sers de cet alphabet parce que chaque lettre compte. Je suis évidemment bien prête à partager cette ressource parce qu'il n'y a pas de raison de réinventer la roue. Si vous avez d'ailleurs des choses à partager qui pourraient être utiles pour le groupe, je serais heureuse de les voir. Il y a d'autres questions. Il y a des gens qui disent, je sais que vous avez présenté des approches, mais est-ce qu'il y a d'autres stratégies dont peuvent se servir les établissements de soins de longue durée pour aider le personnel concernant l'impact de la COVID et comment aider le personnel à demeurer résilient? Eh bien, c'est une excellente question. Je serai rapide. Une chose que j'ai pu faire, c'est d'aider les établissements de soins de longue durée locaux. Et donc, j'ai beaucoup appris de mon interaction avec eux. Et je dirais que ce que j'essaie de faire pour renforcer la résilience, si vous faites des tournées cliniques, enfin, je ne veux pas présumer de l'organisation de votre travail, mais je pense que si vous pouvez dégager du temps dans toute rencontre pour que vous puissiez conclure vos rencontres en demandant comment les gens vont. Parce que un des grands risques, à mon avis, quand on se précipite, bon, c'est le cas en santé, mais c'est le cas dans d'autres choses aussi, on a l'habitude de se précipiter et on est toujours en mode accéléré. On avance à la vitesse grand V. Et je pense que si vous pouvez un peu ralentir les choses et reconnaître que les 2-5 minutes que ça prend plus pour demander comment vous sentez-vous, est-ce que vous avez besoin d'autre chose, je pense que ça vaut vraiment son pesant d'or. C'est la rétroaction que j'ai eue de la part des collègues des établissements de soins de longue durée. Et l'autre chose que je dirais, c'est qu'on a parfois tendance, qu'il s'agisse d'un caucus, d'une rencontre d'affaires, enfin, quelle que soit la terminologie qu'on y donne, de voir si vous pouvez avoir une rencontre sans ordre du jour, où l'ordre du jour, c'est simplement de savoir comment vont les gens. Parce que, avec autant de pression, je pense qu'on est tous susceptibles de croire que c'est une perte de temps de prendre le temps. Et pourtant, c'est le fait de se précipiter qui donne l'impression aux gens de ne plus avoir de temps. Si vous prenez 5 minutes pour respirer un peu, pour donner aux gens la possibilité de partager leur détresse morale, 5 minutes pour dire, bon, c'est dur et je suis vraiment triste de ne pas pouvoir en faire plus pour les familles, même si les gens se sentent émus, que vous voyez des pleurs. Ce que j'ai vu, moi, en fait, c'est que ça permet aux gens de se sentir plus cohésifs, au groupe de se sentir plus cohésifs. Les gens ont l'impression que après le cours de la pandémie, il y aura toujours une équipe. Je viens de faire un post-mortem avec un établissement avec lequel je travaille. Et les gens étaient un peu irrités avec les autres, les uns avec les autres. Et ils voulaient arrêter de se sentir aussi irrités constamment les uns avec les autres et de pouvoir reconnaître que, bon, mon ton ne vous concerne pas directement, c'est plutôt comment je me sens. Ça aide beaucoup et ça me permet aussi de parler des listes chirurgicales. Vous savez peut-être la sécurité en chirurgie est agrémentée par des listes. C'est un peu la même chose. On doit marquer une pause pour réfléchir aux choses importantes. Il y a beaucoup de gens qui parlent de ratio de personnel aux résidents. Dans votre exposé, vous avez parlé de personnel suffisant. Est-ce que vous avez des lignes directrices par rapport aux ratios idéaux pour chacune des catégories? Je pense aux infirmiers, infirmières, préposés aux bénéficiaires, récréologues, etc. Oui, eh bien, dans le cadre de nos recherches,
Et d'ailleurs, je pense que la FCISS partagera cette information après le webinaire. Nous avons identifié un rapport sur le personnel infirmier de la Nouvelle-Écosse. Et dans ce document, on disait que d'après les données disponibles, le ratio idéal serait de 4 heures, attendez, 4 heures de soins infirmiers directs par jour par résident. Alors, comme vous savez, les établissements de soins de longue durée ont un nombre variable de résidents et de personnel, mais c'est ce qu'on recommande, 4 heures de soutien personnel et de soins infirmiers par résident par jour. Et je veux aussi dire que nous avons créé un ensemble de données qui s'échelonne de mars à juillet, mais évidemment, les choses ont peut-être évolué depuis. Et avez-vous constaté des pratiques exemplaires pour les unités sécurisées? Est-ce qu'il y avait des protocoles là-dessus? Eh bien, non, ça concernait globalement les établissements de soins de longue durée, pas forcément des unités sécurisées. Est-ce que vous pouvez préciser d'ailleurs ce qu'est une unité sécurisée? C'est simplement un établissement sans infection? De quoi s'agit-il? Non, je pense que c'est plutôt une unité, par exemple, de personnes atteintes de démence. Et dans cette unité, généralement, il y a une unité un peu plus sécurisée pour les personnes qui ont tendance à, par exemple, à se déambuler ou enfin qui ont besoin de services de sécurité, si vous voulez. Non, je n'ai pas vu de données à cet égard. Alors, je change un peu de sujet pour la prochaine question que j'adresse au Dr Weisenfeld. Il y a des observations par rapport à la détresse morale pour les proches aidants. Comment les aider? Je sais que vous vous êtes concentré sur les travailleurs, mais je pense qu'on constate le même genre d'épuisement, de détresse morale pour les proches aidants. Avez-vous des conseils à leur prodiguer? Excusez-moi, j'ai hoché de la tête, je pensais que vous posiez une question tout à fait différente. Je ne peux pas oublier de parler du fait que la détresse morale touche aussi les dirigeants. Si vous mettez au point des pratiques, des politiques qui éventuellement seront difficiles à mettre en place pour le personnel de première ligne, des choses que vous ne mettez pas en œuvre vous directement, ça peut être difficile. Alors, j'espère que vous comprenez que un des défis de cette pandémie en général, et excusez-moi de me servir d'une expression un peu galvaudée par l'élection présidentielle au sud de la frontière, mais parfois les choses sont sont ce qu'elles sont. Vous savez, les moments sont très durs. Il n'y a pas d'excellente solution. Et pourtant, on doit tous réfléchir aux, aux choses que l'on doit accepter. Si je comprends bien la question, c'est comment aider les personnes qui se demandent est-ce que je devrais aller dans l'établissement? Est-ce que je suis asymptomatique? Est-ce que ça fait partie de la question, à votre avis? Est-ce que je devrais y aller sachant qu'il y a une éclosion, mais je suis un proche aidant essentiel pour mon proche résident? Alors, réconcilier, c'est-à-dire, est-ce qu'on doit aller dans l'établissement de soins de longue durée quand on est soi-même partie du groupe à risque? Ah, bon, d'accord, je comprends mieux la question. Alors, je pense qu'il est important de discuter avec les gens du fait qu'ils doivent réfléchir aux avantages et aux inconvénients. Ils doivent aussi réfléchir au fait que rien dans la vie, évidemment, n'est certain. Et parfois, on peut avoir des regrets d'avoir trop fait, d'avoir trop peu fait. Je pense qu'on espère tous et on voudrait que la situation soit différente. Oui, il y a certaines choses comme le port du masque, la distanciation physique, l'hygiène des mains. Oui, mais si jamais les choses dérapent, il faut se rappeler que le coupable, c'est le coronavirus, ce n'est pas nous. Il faut arrêter de culpabiliser. C'est important pour le personnel de première ligne, personnel de première ligne. Vous savez, vous appliquez toutes les consignes et pourtant, il y a quand même une éclosion. Il faut reconnaître que le coupable, c'est la COVID. Ce n'est pas nous-mêmes. Ça nous permet
d'avoir ce mantra de solidarité qui peut s'appliquer aux familles, je pense. Une des choses que les familles vivaient au début de la réouverture, lorsqu'on parlait de bulles, de cercles, c'est-à-dire, est-ce qu'on ne pouvait pas avoir un nouveau pacte entre nous? Alors, si vous êtes d'accord de ne pas aller dans les restaurants, et moi aussi, parce qu'on pourra se rencontrer chez soi, à l'extérieur, enfin, il s'agit d'établir des liens de confiance, de comprendre que les moments sont très stressants et que si on ne fait rien, on serait peut-être physiquement plus en sécurité, mais sur le plan psychologique, on aurait des difficultés. Si on était trop du côté du laisser-faire, on aurait plus d'infections. Alors, je pense qu'il faut reconnaître, donc comme médecin, le nombre de fois où les gens me disaient, qu'est-ce que vous feriez si c'était votre mère? Qu'est-ce que vous feriez si c'était votre frère? Et j'essaie de dire, bon, écoutez, je peux vous dire ce que moi je ferais, mais je dois aussi vous dire comment je vois ces choses, parce que je les vois peut-être très différemment de vous. Et je pense qu'il faut se rappeler que le coupable, c'est la COVID. Et la dernière question à vous, Diba, dans la recherche que vous avez faite, est-ce que vous avez vu un impact négatif de la limitation du personnel à un seul établissement, c'est-à-dire d'empêcher les membres du personnel de travailler dans plus d'un établissement de soins de longue durée? Est-ce que c'est parfois négatif? On sait que c'est recommandé, mais est-ce que vous avez vu un impact négatif associé à cela? Non, dans les recherches que nous avons faites, nous n'avons pas vu d'impact négatif associé à cette pratique, car, bon, c'était surtout une orientation très générale. Donc, pourquoi on voudrait se limiter à un établissement? Eh bien, c'est effectivement pour limiter la propagation, mais on recommandait aussi que si les établissements le font, c'est qu'il y ait des mesures incitatives comme une augmentation de la rémunération, de sorte que les travailleurs ne doivent pas sentir qu'ils doivent amputer une partie de leur rémunération pour se conformer aux consignes. Mais c'était surtout pour limiter les propagations et ça semble être efficace. Et je souhaitais répondre à une dernière question aussi, enfin préciser une chose. L'étude néerlandaise, je devrais préciser que le fardeau accru était administratif. Ce n'est pas que c'était plus difficile pour le personnel de s'acquitter de ses fonctions, c'était plutôt que le personnel estimait qu'il y avait plus de documents à remplir pour veiller à ce que l'on maintienne la sécurité des résidents et des familles. Alors, je voulais le préciser. Merci de l'avoir précisé. Alors, merci infiniment à vous deux. Comme vous le voyez, le sujet intéresse beaucoup les participants. Les participants d'ailleurs de ce webinaire sont membres du personnel que vous évoquiez. Alors, merci beaucoup d'avoir présenté ces exposés. S'il y a des questions toujours en suspens, nous ferons de notre mieux pour y réagir après ce webinaire. Alors, merci au Dr. Weisenthal et à Diba. Alors, nos dernières diapositives. Merci infiniment à tous. Un petit rappel. Nous acceptons toujours les demandes à notre programme de soins de longue durée plus. Nous vous demandons tout simplement d'identifier votre niveau de préparation avec l'auto-évaluation. Nous vous demandons aussi d'identifier un partenaire de soins pour que cette personne et que leur point de vue global soit pris en compte. Et nous vous invitons à continuer à apprendre et à diffuser vos connaissances par l'entremise de nos séances d'apprentissage en ligne. La prochaine séance aura lieu le 19 novembre. Il sera question toujours de personnel ainsi que le 3 décembre. Et la prochaine série d'apprentissage aura lieu le 7 décembre. Et il s'agira de réponse à la pandémie en capacité et capacité de mobilisation, capacité de pointe. Et dans ce cas-là, on entendra le Centre régional de santé South Lake. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer par courriel à l'adresse affichée à l'écran et on se fera un plaisir d'y répondre. Merci à nos conférencières pour ces excellents exposés. Et je pense d'ailleurs qu'on aurait pu vous entendre encore une autre heure. Merci à tous et passez un excellent après-midi.